Bocal, le podcast qui parle rémois. Bonjour et bienvenue dans Papote, le podcast de Bocal qui reçoit des personnalités rémoises dans une longue discussion. Je suis Sébastien, créateur de Bocal, média qui a pour vocation de donner la parole et de faire vivre la scène culturelle et artistique rémoise. Et aujourd'hui, je reçois deux invités, deux danseuses venues de différents univers, mais pourtant pas tant éloignées. Mélie Lalouve et Louane Jaunet. Comment ça va? Jaunet, par contre. J'écorche toujours un nom. Ça va très bien. Ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mélie, tu es danseuse burlesque au sein de la troupe qui a changé de nom et j'ai déjà oublié. Cabaret-moise. Cabaret-moise, parfait, merci. Après avoir été leur stage kitten, c'est ça? Kitten. Effectivement. Louane, tu es aussi danseuse de cabaret, notamment pour la Revue du Cas, notre cabaret rémois. Est-ce que tu veux en dire un peu plus? Moi, ça fait 2 ans du coup que je suis danseuse professionnelle et ma première expérience du coup est au Cas, donc le cabaret de Reims. Et donc c'est spécialisé vraiment cabaret, c'est une revue de music hall. Et ça fait du coup 2 ans qu'on fait la revue Femmes Mythiques, donc c'est un honneur aux femmes. Donc c'est un régal de commencer sa carrière comme ça. C'était tout nouveau, donc c'est génial. Et on en parlera un peu plus en profondeur au fil de l'émission. Dans ce podcast, on va parler de vous, de danse, de votre parcours, de votre rapport à votre corps également, et comment vous faites pour vous préserver justement du regard et du jugement des autres lorsque vous êtes sur scène. Mais avant tout, on va remonter le temps très loin. Quel enfant étiez-vous? Et c'est là que normalement vous regardez et que vous n'osez pas répondre. Qui commence? Vas-y, je t'en prie. C'est le moment où il faut se jeter sur la scène. Il faut qu'il y en ait une qui commence. Moi, je sais quel enfant j'étais déjà. Moi, j'étais déjà relativement folle et rêveuse. Ouais. Il y a des choses qui ne changent jamais, finalement. J'allais dire pourquoi déjà, mais tu as répondu du coup à la voilà, question. parce que je le suis toujours. Tu es toujours, d'accord. Ouais, j'étais une enfant assez créative. J'étais toujours en train de dessiner, de me raconter des histoires, de bidouiller et de monter des spectacles. Pour mes parents, j'ai dû leur faire subir un certain nombre de spectacles dans le salon. Voir j'enrôler des copines, histoire de vraiment de monter un vrai truc incroyable. Est-ce que tes parents ont filmé tout ça? Qu'on puisse, Sans doute. Donc il y a des vidéos qui existent. Je pense qu'il y a des témoignages quelque part. On les retrouvera. Je le crains. Pour les enfants de la télé. Et toi, Louane? C'est un peu pareil. Je pense qu'on a un peu toute la même enfance finalement. Les spectacles dans le salon, c'est la même chose. J'ai vu une photo de toi récemment sur les réseaux sociaux, toute jeune, en train de faire un spectacle. Au camping en Tunisie. C'était au camping. Les fameux spectacles. Des spectacles déjà toute jeune, ça nous a pris dès le début. C'est pas en grandissant que vous êtes mis à faire de la scène. C'est quelque chose que vous avez fait déjà dès le plus jeune âge. Pardon. Ah ouais, moi j'ai commencé la danse, je devais avoir 4 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Déjà, ça me faisait briller les yeux. J'ai arrêté brièvement pendant mes études parce que j'avais pas le temps. Mais des études de danse? Pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. Juste aimé. C'était mon rêve de petite fille. Je voulais devenir danseuse étoile. Alors j'étais souple comme un morceau de bois, donc c'était un échec. Mais finalement, j'ai atteint la scène, donc c'est plutôt cool. Mais c'est quoi votre formation du coup liée à la danse? Alors moi j'ai fait de la danse en amateur pendant des années. J'ai fait 12 ans de danse classique. J'ai fait du flamenco, j'ai fait de la danse orientale, j'en fais toujours d'ailleurs. Tu as fait des formations du coup Je faisais des cours à l'année, j'ai fait des stages, j'ai toujours plus ou moins fait des choses de danse, mais j'ai pas fait d'école de danse professionnelle, c'est pas mon métier officiel à la base. Mais ça se voit sur scène que tu as fait de la danse tout de même. Heureusement, parce que j'en ai fait beaucoup. Oui, non mais toutes les danseuses burlesques n'ont pas cette aisance pour danser sur scène. Les feuillages burlesques, c'est pas forcément de la danse. Dottie et Eva le disent, elles sont pas danseuses, elles, par exemple, à la base. Donc c'est aussi quelque chose qui est très théâtral, par exemple, et très... c'est un art vivant qui est très vaste et donc pas forcément lié à la danse. Mais je pense qu'on est quand même assez nombreuses à avoir des passés de danseuses pro ou amateurs, et ça oriente un peu le style de nos numéros, finalement. Ouais, et puis il y a des styles différents. Eva, c'est plus sur le chant, Dottie, c'est plus le glumour. Oui, c'est ça. Ça, si je dis pas de bêtises. Je sors des petits... il a révisé. Je connais un petit peu. Et toi, Louane, ton parcours de danseuse? Alors moi, c'est rigolo parce que c'était pas autant prédit que toi. C'était quand même assez... ça a toujours été en moi. J'ai toujours adoré. J'ai regardé des concerts, j'ai regardé des spectacles. Mais avec mes parents, ça a toujours été... j'ai toujours été créative. Je le tiens beaucoup de ma mamie. J'ai fait art plastique au lycée. Mais j'étais beaucoup mamie qui était une artiste? Non, juste de passion. mais voilà, on a toujours été assez créative. Mais par contre, j'étais très rêveuse, mais très introvertie à la fois. Et j'imaginais pas que ce soit possible. Pas du tout.
Moi, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait du twirling bâton, donc c'était un peu des majorettes en danse. Voilà, j'ai fait ça. J'ai suivi un peu ma maman qui faisait des cours de fitness, notamment de la Zumba. Et c'est un peu ça qui m'a lancée, donc c'est un peu marrant. Déjà petite, donc un premier pas dans la danse à travers ta maman, du coup. Oui, mais c'était vraiment juste de loisirs. Et même si ça m'a fait rêver, voilà, je ne m'imaginais pas pouvoir en vivre. Et ça arrivait assez tard, je pense que ça arrivait vers 16-17 ans, où j'étais quand même assez bonne à l'école, mais je me disais, il n'y a aucune passion dans les études, quoi. Ça ne me fait pas frissonner comme d'autres choses. Et puis du coup, je me suis lancée, je me suis dit, en fait, je vais chercher des auditions. Je me suis mis un petit peu plus au travail quand même, malgré tout. Au début, je faisais juste des petites assos. Après, j'ai fait beaucoup plus de stages, évidemment. Et après, j'ai vu justement l'audition du K. J'ai fait une petite année de césure. J'ai fait une petite formation de déco d'intérieur en plan B, au cas où. Mais le au cas où, c'était vraiment un plan B, plutôt plan Z. C'était pas du tout mon envie. Et j'ai passé audition et heureusement pour moi, j'ai été prise dès ma première année. Et c'est là que tout a réellement commencé, en vrai. Et il y avait également, Mélie, toi, un contexte familial dans ta famille, des gens qui dansaient ou vous faisiez du sport Tellement pas. Tellement pas. Pardon, papa et maman. C'est venu de toi. Non. Donc papa et maman, pas du tout danseurs. Tout à fait. Toi, dès que, donc vers 16-17 ans, Louane, tu as vu que tu pouvais en faire un métier, c'est ça, hein? J'ai Ou tu as espéré, voulu oui. en faire un métier. Ouais, j'ai espéré. Et toi, Mélie, est-ce que tu t'es déjà dit que ça pourrait être un métier? Je suis désolée, je suis extrêmement sujette au fou rire. Tu as le droit. Et non, je me suis pas dit que ça pouvait être un métier. En fait, genre toute petite, c'était un rêve. Mais encore une fois, je n'étais pas très douée. Hein, voilà. Ça m'a mis du temps et beaucoup de travail avant d'être acceptable en danse. Et maintenant, je travaille énormément et je suis meilleure que quand j'étais petite. Et c'est plutôt rassurant. Mais non, je suis tombée dans le burlesque un peu par hasard. C'est un milieu qui m'attirait. J'avais toujours voulu en faire et j'avais jamais vraiment eu l'occasion de faire du burlesque, du cabaret, des choses comme ça. Et quand je suis revenue à Reims il y a à peu près 3 ans, je recommençais une nouvelle vie. J'arrivais de région parisienne et le but c'était de faire table rase de un peu tout. Et je me suis dit, c'est l'occasion de commencer les choses que j'ai jamais faites et de reprendre la danse que j'avais arrêtée pendant une paire d'années quand j'étais en région parisienne parce que j'étais en banlieue, éloignée, donc manque de temps, manque d'endroits pour en faire en faisant pas 2 heures de transport. Et du coup, je me suis retrouvée en cours avec Eva et Doty et ça a été genre coup de foudre pour la discipline et pour les personnes. Ouais. C'était vraiment la révélation immédiate. Et très rapidement, elles m'ont proposé d'être stage kitten. Donc, c'est les stage managers, les assistants de scène. Qui ramassent les accessoires entre 2 shows. Qui vont ramasser, installer les accessoires entre 2 shows. Et dans le burlesque, c'est un personnage à part entière de la scène. C'est pas quelqu'un qui va passer en scred quand il fait noir. Ouais. Donc, ça fait partie du spectacle. J'ai fait quelques scènes en tant que kitten, mais pas énormément. Je pense peut-être 3 ou 4. Oui, tu as une ascension assez rapide au final. Oui. Parce que tu dis, quand j'étais petite, j'étais nulle en danse, mais tu vois, il faut le dire que tous ceux qui font des métiers artistiques ne sont pas nés avec un talent pour ce qu'ils font. C'est aussi du travail et aujourd'hui, même si tu étais nulle quand tu étais petite, ce sont tes mots. Tu as une ascension dans le burlesque assez rapide. Je crois que je t'ai vu quasiment arriver en tant que stage kitten et maintenant tu fais plein de scènes. Oui, on en reparlait la dernière scène qu'on faisait au Monkeys, d'où me présentait. Elle disait que en 3 ans, je suis passée de élève kitten à performeuse internationale et prof. Et qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est aussi quand la discipline était faite pour moi finalement, et donc ça s'est révélé assez vite. Et je me suis passionnée pour la chose, donc j'ai beaucoup travaillé. Et c'est allé assez vite aussi parce que j'étais bien entourée. Et les filles, elles m'ont dit Défi, tu nous fais un solo pour la rentrée. Donc finalement, au bout de quelques mois de kitten, j'ai fait un solo et tout s'est vite accéléré parce que la chance, les rencontres, le travail. Ça, les rencontres. Oui, tu es tombée sur les bonnes personnes. J'allais parler de figures tutélaires après. Eva Delis et Doty McLean ont été ces figures tutélaires qui t'ont permis de t'épanouir dans le burlesque. Oui, absolument. Dans le milieu, on appelle ça les mamans burlesques. Ouais. C'est une façon plus mignonne de dire mentor. Oui, c'est vrai. Et, c'est la vieillie aussi. Oh. Les mamans. Moi, je suis mignon. Oui, c'est mignon. Maman. Oui. Elles ne pourraient pas être mes mamans biologiques, mais elles sont mes mamans burlesques. Non, mais c'est vrai que c'est 2 femmes que j'adore. Déjà, c'est des amies très, très chères à mon cœur. Et elles m'ont beaucoup accompagnée et elles m'ont beaucoup drivé dans le milieu aussi, parce que c'est pas facile d'arriver dans les milieux artistiques quand c'est d'un coup comme ça et quand c'est pas forcément ta formation à la base.
Je pense que les milieux artistiques, les milieux de la danse sont assez durs en termes d'émotionnel. Tout ce qui est casting, casting, nous postuler à des choses. C'est le plus intense, je pense. C'est pire qu'un entretien d'embauche parce que au début, chaque nom, c'est un coup de poing dans le visage, quoi. Vraiment. C'est une remise en question totale. C'est très très dur, donc c'est important d'être bien accompagné. Vous avez eu beaucoup de noms? Relativement. Oui. Et il en faut de toute façon, je pense. Ouais. Parce qu'il y a des remises en question qu'il faut prendre pas trop, un peu plus à la légère. Faut pas se remettre trop non plus toute son existence en question et tout son talent. Et en même temps, il y en a d'autres qui font grandir et ça permet de se recentrer un peu sur quel chemin je veux emprunter. Donc il en faut des noms et des oui aussi et des bonnes rencontres surtout. Je pense que dans ce milieu-là, les rencontres font beaucoup. Et justement, quelles sont les rencontres qui t'ont aidé? Quelles sont tes figures tutélaires? Alors pour le moment, dans le milieu vraiment professionnel depuis ces 2 dernières années, moi, ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est ce qui se passe dans les loges. Ouais. En fait, je suis arrivée, j'étais la plus jeune de la troupe. Et je me suis entourée du coup de personnes entre 25 et 35 ans et qui ont la même passion que moi et ils ont eux leur parcours, ils ont leur maturité. Et c'était plus qu'enrichissant. Je me suis vraiment redécouverte. C'est comme si je commençais réellement à vivre à partir de ce moment-là parce que j'étais entourée de gens comme moi qui ont la même sensibilité, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes passions. C'est des gens qui vivent de leur passion, en fait. Donc, c'est trop beau à voir et c'est génial. Et tu disais tout à l'heure, ça t'est venu à peu près vers 16 ans, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Tu es toute jeune encore. Oui, j'ai 22 ans. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez frais. Pareil, tu as une ascension assez rapide. Malgré les nombreux noms, 16 ans, tu as commencé à 20 ans. Donc oui, tu as eu 4 ans de... Oui, après, j'ai toujours fait de la danse quand même, sérieusement depuis 11-12 ans, je dirais. Ouais. Mais voilà, c'était pas le même objectif, c'était vraiment loisir. Et au bout d'un moment, quand je me suis un petit peu plus projetée par rapport à vraiment la façon dont ça me faisait vibrer, et ben là, j'ai redoublé d'efforts et c'était même dans différents milieux. J'ai beaucoup progressé grâce au lyrical, donc c'est issu du modern jazz. C'est un petit peu plus moderne, ça vient des États-Unis. Et j'ai eu des profs qui ont cru en moi. Donc voilà, c'est les différents styles qui ont fait la richesse que je peux avoir aujourd'hui. Est-ce que c'est facile de rentrer dans le milieu du burlesque ou du cabaret? Grimace. C'est difficile à dire parce que je pense que des fois, c'est des opportunités, c'est justement des rencontres, comme on disait. Des fois, il y a un petit peu de chance ou un bon timing. Parce que les auditions, c'est beaucoup ça aussi. Je pense que c'est pas toujours une question de talent, c'est aussi des fois la personne, le profil qu'ils recherchent. Surtout, je pense là, dans le milieu du cabaret, je vais parler. Parce que je pense que burlesque... Pour moi aussi. Hein. Mais je pense que dans la vie, en général, tout en amitié, en amour, en travail, c'est toujours beaucoup une question de timing. C'est toujours un subtil mélange de talent, de chance et de timing. Voilà, il faut faire confiance au destin et se dire si ça arrive maintenant ou pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et souvent, c'est vrai. Souvent. Est-ce que c'est pas ce que vous faites un bon moyen aussi de savoir qui sont vos bons amis ou vos beaux proches? Parce que peut-être que certains proches portent un regard sur ce que vous faites, peut-être plus même au burlesque. Est-ce que ça ne permet pas de faire le tri parmi vos proches? Oula. C'est une question longue difficile. Hésitation 2000. Ouais, alors, question un peu piège. Enfin, piège, oui et non. En fait, j'ai globalement beaucoup été soutenue. Ça a été juste compliqué avec mes parents. Donc, je vais pas te dire que c'est un truc qui a trié, parce que je n'ai pas trié mes parents. Je les aime de tout mon cœur. Tu les as amenés sur les scènes burlesques depuis pour qu'ils se fassent une idée. Ça a été très, très, très dur. Pour te dire, depuis le nombre de scènes que j'ai fait, mon père m'a vu pour la première fois sur scène en janvier cette année. Ouais. Donc, et ma mère m'avait vu pour la 2e fois sur scène en janvier cette année. Elle était venue une fois et... S'imaginer le monde du burlesque et le vivre, c'est pas la même chose. C'est ça, parce que dans l'imaginaire, je pense que c'est vrai aussi peut-être pour le cabaret, il y a un côté qui est... On a un imaginaire qui est très sexualisé, très vulgaire de la chose, alors qu'en vrai, non. Et du coup, forcément, quand tu te fais des idées, tu te fais des idées noires et... Voilà. Et je pense que c'est aussi même une question de génération. Il y a quand même un certain cliché dans le milieu, même artistique de base. Je sais que moi, ma grand-mère... Au tout début, elle m'a dit, elle l'a dit sur le ton de l'humour, mais elle a quand même dit, genre, tu vas pas tomber dans la drogue. Hein. Je dis, mais mamie, vous les artistes. Voilà.
Enfin, cette image en fait des backstage, c'est quand même un cliché d'une autre époque, même s'il existe de tout partout, évidemment. Et du coup Et du coup, j'ai sombré. Non, évidemment, c'est pas vrai. Mais oui, je pense qu'il y a quand même une question de génération et ça doit pas être simple quand c'est les parents, du coup. Non, et puis quand on ne le connaît pas aussi. J'avoue que j'ai eu ces a priori-là, moi, sur... alors, pas exactement les mêmes, mais sur le Crazy Horse. Plus sur le côté kitsch. J'avais peur que ce soit hyper kitsch. J'y suis allé il y a, je sais pas, une quinzaine d'années. Et j'ai adoré. Et c'est tout l'inverse. Ah, c'était trop bien, quoi. Trop bien. Et les cabarets, j'en ai fait, au-delà des cabarets burlesques, j'en ai fait quelques-uns, et dont, je sais jamais comment il s'appelle, mais celui à Londres, qui, je crois, a fermé depuis, l'un des plus mythiques. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié les noms. Mais c'est vraiment des univers dans lesquels, quand tu mets pas le pied dedans, tu peux pas savoir comment ça se passe. Et puis, c'est des univers surtout hyper inclusifs aussi. Et des safe places, c'est ça qui fait du bien dans le milieu de la nuit. Je pense que c'est des a priori qui sont normaux, en fait. C'est logique de les avoir. Il faut juste aller au-delà et tester ne serait-ce qu'une fois pour voir si. Parce qu'en fait, c'est pas du tout l'idée qu'on s'en fait. Effectivement, c'est très inclusif, c'est très safe. Ouais. Je me sens jamais autant en sécurité que à une scène burlesque. Enfin, si c'est pas le cas, c'est que c'est vraiment un problème et qu'il faut pas y retourner. Ouais. Mais en général, c'est des endroits qui sont où on se sent en sécurité, on est à notre place. Donc, on n'a pas du tout cet a priori-là, nous. Même à contrario, des fois, il y a peut-être des scènes qui sont faites pour provoquer. Et justement, le fait d'avoir tout type d'émotion, tout type de réaction, est-ce que c'est pas finalement juste le but à la base ? C'est quand même comme ça que ça a été créé et c'est quand même réussi. Et tant mieux, en fait, qu'on ait des avis qui diffèrent totalement. Il faut. Voilà. Et puis après, ça reste de l'art. Alors, on en reviendra après sur le côté artistique, justement, comment vous définissez là-dedans. Mais l'art, est-ce que c'était pas fait aussi pour bousculer ? Bien sûr, ouais. C'est la réponse que j'ai trouvée. Mais tout à l'heure, tu parlais un peu de ton arrivée au burlesque, de ta formation, mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à monter sur scène ? Parce que c'est pas facile. On ne parle pas juste de faire de la danse. Sur scène de burlesque, on se dévêtit. Dévêtit, oui. J'ai eu un doute sur la conjugaison. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à monter sur scène la première fois ? Moi, ça m'appelait la scène. Ouais. Comme je me suis sentie tout de suite à ma place dans la discipline, j'avais envie de pousser l'exercice jusqu'à la scène. Et la première scène, j'étais mordue. Déjà en tant que stage kitten ? Déjà en tant que kitten, ouais. Déjà en tant que kitten, j'aimais beaucoup. Et après, moi, à la base, je ne suis pas quelqu'un de pudique. Donc déjà, ce n'est pas forcément un problème pour moi. Et je trouve que dans le burlesque, en général, c'est un prétexte à raconter quelque chose. Et finalement, la nudité, elle est très accessoire. Voire elle est très temporaire parce que bon, c'est pas 15 secondes de tournage de tétons à la fin qui. Oui, ça vient lentement. Et même des fois, on se rhabille. Voire on se rhabille. Et je suis très calé sur le burlesque, mais tu me crois pas. Mais je te crois. Allons. J'ai tous les termes. Du coup, tu disais. Je t'ai coupé, tu vois. Voilà, il me coupe, c'est parce que je sais pas ce qu'il me demande. Si j'allais te demander de définir ton style de burlesque. Oh là là. S'il est définissable. Poétique stupide. Poétique stupide, je prends. Un peu d'humour et beaucoup de poésie. Donc un peu de glumlesque. un petit peu, parce que bon, on a de qui tenir, mais parce que je trouve que on n'est pas là pour se prendre au sérieux. Donc non, faut pas. Souvent je fais des grimaces, des machins. Et je reste sur des numéros qui sont assez poétiques et moi j'aime bien tourner autour de l'univers des contes et des animaux. J'aime bien les animaux. Mais j'aime bien du coup mettre des petites touches d'humour au milieu de mes numéros, mais c'est pas le cœur. Je suis pas une humoriste burlesque. Je n'ai pas ce talent. Et il faut le dire, tu as c'est pas une particularité, c'est beaucoup de performances burlesques, mais tu as des super costumes. Oui. Il faut le préciser. Oui. Oui, en toute modestie. Oui, d'ailleurs, je l'ai fait de A à Z. Alors, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup, tu fais tes costumes ? Est-ce que c'est une habitude dans le burlesque de faire ses costumes ? Alors, c'est une habitude d'en faire une partie, parce que les strass, par exemple, on a rarement nos choses strassées directement. Ouais. Sinon, en fait, c'est toujours une question de soit tu l'achètes extrêmement cher et il est déjà fini, soit tu achètes quelque chose de presque fini et tu passes 30 heures à strasser. Moi, j'ai la chance, pour le burlesque en tout cas, d'être couturière depuis des années. D'accord. Je fais tous mes vêtements depuis 2018, donc ça aide. je crois. Tu aurais pu faire cosplayeuse. Et j'aurais pu, effectivement. Et j'ai toujours aimé les vêtements, je me suis mise à la couture, j'adorais ça. Et j'avais envie de coudre des choses uniques. J'avais un peu un vieux rêve de faire un truc de costumière ou de robe de mariée parce que j'aime bien faire des choses une seule fois.
J'ai plein de patrons et je les réutilise rarement. Tu peux pas aller plus à l'opposé des robes de mariée, du coup. Bah non, si, souvent c'est assez unique quand même. Oui, non, le burlesque et la robe de mariée, c'est un monde... C'est-à-dire que dans ma tête, je cherchais un truc où je pourrais coudre des trucs uniques. Y a pas, en fait, il n'y a pas beaucoup de domaines où on met un prix pareil dans de l'habillement et on a un modèle unique. Je n'avais pas réalisé que les costumes étaient une possibilité. Donc quand j'ai fait du burlesque, c'était logique pour moi de faire l'entièreté de mes costumes parce que je faisais déjà tous mes vêtements. Et j'en suis assez fière. Tu peux. Louane, tu parlais tout à l'heure de casting. Comment t'es arrivée au cabaret ? Enfin, en tout cas, à celui-ci où tu travailles aujourd'hui, le cabaret de Reims, le cas. Alors, donc moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux une annonce pour audition danseuse. Et donc, ça faisait 1 an que je rêvais de ça sans m'être réellement lancée. Et je me suis dit, allez, c'est proche de chez moi. Et je connaissais quelqu'un qui venait de mon association de danse et qui dansait là-bas. Donc, je me suis dit, allez, je tente aussi. Et j'ai bien fait parce que déjà, j'ai adoré passer cette audition. Je pense que c'est la meilleure que j'ai passée en termes d'ambiance entre les danseurs. Et je trouve que ça en dit quand même long dès l'audition. Enfin, on le sent tout de suite si ça va être un endroit dans lequel on va se sentir bien. Et je l'ai senti tout de suite et le feeling est bien passé. Et voilà. On parlera un peu, parce qu'au cabaret, on travaille souvent en troupe, en groupe. Ouais. On en parlera un petit peu après, mais quelle place tu as, toi, dans ce groupe ? Alors, dans ce groupe-là, il n'y a pas réellement de personnes mises en valeur comme une meneuse de revue traditionnellement. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, on a tous nos numéros où la chorégraphe Nathalie Tourner nous cerne très bien. Elle arrive à savoir qui sera bien dans ce numéro et mettre les personnes en valeur au bon moment. Donc, en fait, ma place, elle est autant légitime que tout le monde dans l'équipe. Et ça, c'est ce qui fait aussi qu'on est une équipe très soudée. Alors moi, je ne veux pas foutre la merde, mais je trouve que tu es souvent mise en avant. Pour les photos, il est vrai que... Ouais. Après, à côté, moi, je fais quand même pas mal de modeling photo. On en reparlera justement par la suite. Du coup, c'est vrai que pour cette partie, ils m'ont quand même prise un petit peu... Oui, quand ils t'ont embauché, du coup, ils savaient déjà que tu faisais du modeling et ils savaient ce qu'ils allaient pouvoir en faire. Je sais pas, ça j'avoue, je sais pas, mais c'est venu au feeling. On a fait des photos, des shootings photos en début de revue. Et donc, ils m'ont proposé de publier ces photos-là et c'était avec plaisir, du coup. Au-delà du cabaret, tu fais également de la danse, au-delà de ça, notamment pour un groupe que j'aime beaucoup, pour une personne que j'aime beaucoup, Laure Guillet, un clip réalisé par Timothée Costa, notamment, pour le groupe Sync. Comment tu t'es retrouvée à travailler pour Sync ? Alors, pour le clip, là, c'était pour Kiplan. Ah, c'était Kiplan, pardon, excuse-moi, effectivement. Je préfère rectifier quand même. Mais effectivement, il y a quand même Laure et Jules c'est pour ça. Qui sont dans les deux groupes, donc ça porte à confusion. Et la version acoustique, c'est que pour le projet de Laure. Alors moi, je me mélange, effectivement. Oui, pour Kiplan, pardon. Oui, comment tu t'es retrouvée à travailler pour Kiplan alors ? Alors du coup, moi, c'est Jules que j'ai connu en tant qu'ingé son. Ouais. Et du coup, le feeling est très bien passé. On a commencé à discuter art, évidemment. Il ne s'arrête pas de parler. Si tu parles d'art avec Jules, il ne s'arrête pas. Voilà. Et comme il s'est intéressé un petit peu à ce que je faisais au-delà du cabaret, parce que même si c'est mon activité principale professionnellement, c'est pas du tout la seule chose que j'aime faire. J'aime vraiment faire beaucoup d'autres choses. Et donc là, le côté un petit peu plus contemporain, où il y a beaucoup plus d'interprétation, ça va être un petit peu moins glamour. Complètement, là, en l'occurrence, c'était une musique quand même assez touchante, même un petit peu triste, mais c'était vraiment une confidence de Laure. Et donc, ils m'ont parlé de ce projet-là et j'ai adoré la musique déjà pour commencer. La chanson est dingue. Voilà. Le clip est dingue et la choré est dingue, je trouve aussi. Tout marche vraiment trop bien ensemble. Et du coup, c'était tellement agréable de chorégraphier en fait sur les paroles de Laure et sur la musique du groupe complet. Et c'était autant enrichissant de chorégraphier que de tourner, que de la découverte avec tout le monde. C'était vraiment une expérience super belle. Et de faire danser Laure, c'est venu de toi ou d'elle ? C'est venu d'elle. Et justement, on a réfléchi ensemble toutes les deux. Pareil, c'était très chouette en fonction de son histoire pour représenter au mieux. C'est ça. Ça allait bien avec la chanson et avec son histoire personnelle. Et comme ça parle vraiment, elle, par rapport à son corps et la maladie qu'elle a décidé d'exposer et de parler. Sclérose en plaques. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était vraiment la meilleure façon d'illustrer son image. C'était avec la danse et littéralement le corps et qu'elle me rejoigne après.
c'était un bon moment. Et on se permet d'en parler parce qu'effectivement, elle a exposé elle-même, elle a fait des podcasts sur Oui, Instagram voilà, pour, bien sûr. voilà, pour que justement les artistes qui avaient la sclérose en plaques puissent se joindre à sa parole et pouvoir en discuter. Parce qu'il y en a plus qu'on en croit, alors pas forcément que cette maladie-là, mais des artistes qui ont des handicaps invisibles, et ça ne se voit pas forcément sur scène, et les gens les jugent peut-être bêtement, alors qu'ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Donc voilà, c'est aussi important d'en parler. Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, est-ce que vous vous considérez comme des artistes ? Oui, quand même. Oui, ouais, je pense. Vous pensez ou vous êtes sûr que vous êtes des artistes ? Oui, je pense que c'est une bonne définition. Oui. Ce serait quoi la différence entre entre artiste et juste danseuse ? Je pense que ça se complète pas mal. Ouais. Oui, après, il y a le principe de vouloir juste danser purement et à la rigueur prendre des cours, le côté un petit peu plus athlétique, sportif, de danser ou même se défouler, etc. Ouais. Et le côté artiste où vraiment on veut exprimer des choses et faire passer des messages ou plein de choses différentes. Donc là, il va y avoir cette subtilité-là, mais je pense que dans notre cas, ça se complète pas mal. Oui, je pense que ça vient... le côté artiste vient avec l'émotion et toute ton âme et ton potentiel de créativité que tu mets dans ta façon de danser, dans les numéros, dans la création. Mais pour moi, des danseuses sont forcément artistes. Et moi, je suis d'accord. Pour moi, il n'y a que des artistes de toute façon. Voilà. Tout le monde est un artiste. Mais non, mais cette question n'est pas évidente parce que les gens ont du mal des fois à se définir comme étant artistes, même quand ils le sont. Certains se considèrent comme artisans, certains... alors, peut-être ça marche moins avec la danse, mais les gens ont parfois du mal à se définir comme artistes. Je pense qu'on a un peu peur du côté prétentieux du mot artiste. Ce que ça représente. Se dit, j'arrive... Je suis un artiste, c'est moi que voilà. Alors que, pas forcément, finalement, c'est quelque chose de très, très subtil et très dans l'émotion. Le domaine artistique, en général, il faut assumer d'être un artiste, d'être un peu fou. Sans même forcément en vivre, même. Oui, c'est ça, vraiment, en fait. Tout le monde a le droit de se dire, moi, j'ai une âme d'artiste, je me considère artiste. Gagner de l'argent ne fait pas de vous un artiste, effectivement. Oui, bien sûr. C'est juste qu'on a décidé et on a eu la chance de pouvoir en vivre. Mais c'est différent du mot artiste, littéralement. On va passer à une autre partie, parce que votre outil de travail, c'est votre corps qui est parfois dévêtu sur scène dans vos deux activités. Quel est votre rapport à votre corps aujourd'hui et est-ce qu'il a toujours été le même ? Est-ce qu'il a évolué au fil du temps ? Qui veut commencer ? Attends, il faut qu'on processe la question. Quel est votre rapport avec votre corps ? On se connaît depuis un moment, déjà, mon corps et moi, donc on est habitués à bosser ensemble. Non, blague à part, je pense que... j'ai un rapport avec mon corps relativement sain pour une femme. Voilà, nous avons toutes des parties de nos corps que nous détestons dans la glace. Les hommes aussi, ils ne le disent pas, c'est tout. Peut-être, je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. Je serais ne connais que mon point de vue burlesque. Mais je pense que faire du burlesque, t'as pas forcément besoin d'avoir un bon rapport avec ton corps. Au contraire, je connais des artistes qui ont un très mauvais rapport avec leur corps, qui se détestent ou qui se sentent pas à l'aise dans leur corps. Et c'est aussi... la place, c'est une vraie prise de risque et un vrai courage de monter sur scène dans ce genre de configuration. Moi, j'ai moins de problèmes. Je dirais des parties de mon corps que j'aime pas particulièrement, mais je fais avec. J'ai jamais eu de gros problèmes avec mon corps. J'ai toujours été en mais. Ouais. Et je pense que arrivé à mon âge avancé de 30 balais et des bananes. Oh, tu es une enfant. Voilà. Non, mais je pense que je suis arrivée à un âge où je suis en mode, ok, en fait, les morceaux que j'aime pas, voilà, je suis ok avec. Et de toute façon, quand on se retrouve sur scène avec les gens qui applaudissent, qui acclament, etc., alors qu'on est presque nus, on se dit que finalement, quel que soit notre corps, le message artistique fonctionne. Donc, c'est pas important. Alors, chacun a un corps unique finalement. Et puis, quel que soit votre corps, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour trouver quelque chose à redire. Bien sûr. Donc, ne changez pas. C'est ça. Est-ce ton regard a évolué avec le burlesque sur ton corps ou pas du tout ? Je pense, oui, un peu, forcément, parce que je l'utilise, c'est bizarrement dit, je l'utilise différemment. Mais il est devenu plus un outil de travail et d'expression artistique qu'il ne l'était avant. Je parle de mon corps comme si c'était une entité à part entière, j'aime beaucoup. Donc, le regard change forcément, mais le corps change aussi, parce que forcément, on travaille beaucoup, on s'assouplit, on teste des exercices divers et variés. Et aussi, quand on travaille sur des numéros, sur des chorégraphies, on est obligé de se regarder.
C'est pas forcément quelque chose qu'on fait. Ouais. Les artistes, les danseuses deviennent très mégalos. Genre, mon téléphone est composé de 80% de vidéos de moi. Je ne suis pas une énorme mégalomane. Juste quand je répète, j'ai pas de miroir, ou quand j'ai un miroir, je trouve que se regarder en répétant, c'est bien de temps en temps, mais ça n'aide pas à vivre la chorégraphie, et du coup, on voit pas à quoi elle ressemble en vrai. Donc il vaut mieux le faire, à mon sens, sans se regarder, et se regarder après en vidéo pour voir ce qui marche pas, se corriger, etc. Et c'est comme et les du coup, animateurs on de podcast qui décortique. s'écoutent pour se décortiquer, c'est pareil. Toi, tu décortiques ta voix, nous, on décortique notre image, nos mouvements, les positions de notre corps, les positions qui sont plus jolies ou plus esthétiques en termes de direction artistique pour nous. Donc le regard change parce qu'il devient plus... Je sais pas comment dire, plus architecte. Le regard ou le corps? Le regard devient plus... Le regard devient plus pro sur le corps. Ouais. C'est pas, on regarde pas en mode je trouve ma cuisse molle. C'est je Tu trouve vois que ma l'ensemble. cuisse dans cette position, ça marche artistiquement sur mon numéro. Donc le regard est différent et il n'est ni plus gentil ni moins gentil qu'avant, je pense. Et toi, Louane? Alors moi, j'ai jamais eu trop de soucis avec mon corps. Je pense aussi c'est l'éducation que j'ai reçue. J'ai eu des parents pas du tout, très ouverts d'esprit, pas du tout de problèmes vis-à-vis de même la nourriture, comme beaucoup de gens. J'ai quand même pas mal de témoignages autour de moi, même notamment des danseuses. Ah ouais. Donc moi, pour le coup, j'ai jamais eu de regard trop exigeant sur mon corps. Après, de faire beaucoup de sport, j'ai peut-être eu moins l'occasion d'autres filles, voilà. Mais j'avoue que plus le temps passe et plus ça devient pro, justement, où il y a des moments où ça peut quand même être un combat avec soi-même. Je sais que c'est pas du tout des choses qu'on va m'imposer, mais moi, je vais être très exigeante envers moi-même, parce que justement, ce que tu disais, le regard un peu plus architecte sur le corps, les positions, des fois, ça peut être un peu trop exigeant. Mais par rapport à ce que tu veux renvoyer. Voilà, et malheureusement, ça reste quand même quelque chose de très esthétique, même si moi, vis-à-vis des autres, j'ai absolument aucune exigence envers les autres. J'aime tout, j'aime les différences de chacun, et par contre, envers moi-même, c'est une autre histoire. Donc il y a ça aussi, il faut réussir à s'ouvrir un peu là-dessus. Et aussi, il y a le côté... l'outil de travail, justement, moi, je sais que c'est l'aspect peut-être blessure et tout. Ouais. Quand on a un rythme quand même très chargé, on va peut-être le ressentir quand même sur le corps. Et si on arrive la veille d'un show avec une blessure ou des grosses courbatures, ça peut quand même être difficile. Et du coup, effectivement, le rapport au corps, il change aussi dans cet aspect-là. Alors, comment ça se passe en tant que danseuse? Tu travailles toutes les semaines, quasiment? Oui. Si t'es blessée, ça se passe comment par rapport à un CDI où on est malade, par exemple? J'avoue que j'ai eu la chance de pas être blessée, donc je ne sais pas réellement. Mais il y a toujours des solutions. On peut avoir des remplaçantes, mais souvent, quand c'est des petites blessures, la plupart des gens, pour être honnête, on y va quand même. Après, on prend des rendez-vous en urgence chez l'ostéo, et puis voilà, on fait au mieux. Mais c'est vrai qu'il faut savoir quand même prendre du repos quand il y en a réellement besoin, mais c'est pas évident. En tant qu'artiste, sans même parler des employeurs, c'est souvent on a une blessure, on y va. Oui, parce que tu as envie quand même de... C'est ta passion, peut-être avant tout. Oui, c'est vrai, pour plein de raisons différentes. Même par principe, on est lancé dans une aventure, on s'arrête pas, on se donne pas de pause. Et il faut savoir prendre soin de son corps, et c'est un sujet. Et pour continuer sur le rapport au corps, est-ce que la nudité sur scène, ou en tout cas quasi-nudité, parce que vous n'êtes pas nu, vous n'êtes jamais nu sur scène, est-ce que ça a été facile dès le début? Ou est-ce qu'il a fallu un temps d'adaptation Ouais, pour moi, franchement, oui, ça a été assez simple. En vrai, j'ai commencé dans une troupe amateur à 18 ans. Et ça a été... En fait, j'ai toujours su faire tellement la différence entre la moi en dehors de la scène et sur scène. Et en même temps, j'ai été tellement ouverte à ça que ça a été quand même assez simple dès le début psychologiquement. Mais même en tant que personne, c'était vraiment deux personnalités différentes dans la vie de tous les jours. Ouais. Moins aujourd'hui, mais plus jeune, j'étais vraiment très, très timide. C'était même beaucoup trop, c'était maladif. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais du coup, dès que j'étais sur scène, justement, c'est ça qui a fait que je me suis sentie femme, que je suis devenue la personne que je suis à l'intérieur. C'est vraiment grâce à ça. Grâce à la danse et grâce au cabaret. Et la scène, même tout simplement, ouais. Et comment on affronte le regard des autres lorsqu'on est sur scène? Mais quand on est sur scène, on a le pouvoir. Ouais. On n'a pas à affronter le regard des autres. Les autres affrontent notre regard. Mais vous ne voyez pas les autres quand vous êtes sur scène, contrairement à... Pas ça dépend. Enfin, ça dépend. On voit les salles. 2-3 premiers rangs, quoi. Ouais. Ouais. Il y a toujours au moins une personne qui ne sait pas pourquoi elle est là et qui est toujours au premier rang et qui a l'air mi-effrayé, mi-ennuyé. Il y a toujours un. Ou un qui dort quand le spectacle est trop long.
Et est-ce que... qu'est-ce qui est plus facile à supporter, le regard lorsque vous êtes sur scène, le regard des autres sur scène ou le regard des autres sur les réseaux sociaux? Je pense que les gens sont plus bienveillants dans une salle de spectacle. Ouais. Parce que globalement, ils viennent pour voir un spectacle. Ils apprécient le spectacle ou pas, tant pis. Mais je pense que l'ambiance est plus bienveillante dans la vraie vie parce que sur les réseaux sociaux, il y a quand même une tendance à dire des choses que tu dirais pas à des gens en face. Donc potentiellement, ça peut être plus négatif et plus violent. Après, moi, j'ai pas d'expérience négative sur les réseaux sociaux en général. Après, sur les réseaux, ce sont des gens qui ne sont pas forcément habitués à vos choses. C'est pas votre public, contrairement à vos représentations lorsque vous êtes sur scène. C'est votre public qui vient. Surtout pour le milieu du burlesque, je pense que c'est très... j'allais dire entre soi, mais c'est beaucoup de gens qui connaissent déjà le milieu qui viennent. Peut-être plus que le cabaret, où il y a des gens qui découvrent. Oui, c'est vrai, c'est peut-être un petit peu plus varié en termes de profil. Même il y a des spectacles qui peuvent être plus familiales que d'autres. Il y a des salles où il y a même des enfants qui peuvent être présents, donc c'est quand même assez varié. On peut avoir plein de profils. Peut-être que oui, burlesque, c'est un petit peu plus centré sur des personnes qui savent réellement. Oui, mais bon, ouais. On n'a pas... En général, on n'accepte pas les publics très jeunes. Enfin, on n'a pas d'enfants parce qu'il y a tout de suite beaucoup de Burlesque Kid. Voilà. Voilà. En général, s'il y a des enfants, c'est que c'est les enfants des performeuses. Voilà. Ouais. À partir de 15-16 ans, c'est OK. En vrai, c'est juste des corps. Mais on a aussi des publics relativement novices. Ça nous arrivait d'avoir... Alors, on a des événements privés où les gens ne savent pas forcément à quoi s'attendre. Et on a aussi eu des publics où on avait pratiquement que des, entre guillemets, vierges du burlesque. Mais la différence aussi, c'est qu'on a des maîtresses de cérémonie qui sont là pour accompagner et pour expliquer. Donc, et pour recadrer s'il y a besoin de recadrer parce qu'il y a des gens qui ne sont pas corrects. Il n'y a pas de modérateur de cérémonie sur l'Instagram et sur Facebook. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est arrivé des gens pas corrects ou alors des regards qui vous ont mis mal à l'aise lorsque vous étiez sur scène, pardon? J'ai eu une scène horrible. Si tu veux nous la raconter. Une scène horrible dont on ne citera pas pour qui. C'était à Reims. C'était un événement privé. Et il se trouve que c'était un événement privé où les conjointes étaient conviées et elles n'avaient vraiment pas envie que leurs conjoints voient des femmes relativement peu habillées. Ouais. Et on n'était pas que du burlesque, on était avec des danseuses aussi. C'était pas sur une scène, en fait, on était vraiment à hauteur des gens et il y avait des tables. Et il y avait une table juste à côté, vraiment très près de là où nous on entrait et où nous on avait de la place, donc ce qui nous servait de scène. J'ai eu un regard de haine, comme je n'en ai jamais vu de ma vie. La jalousie. Et non, de la haine pure, vraiment. Et tellement que j'en ai perdu mes moyens. Et j'étais dans mon corset et je me suis arrêtée et je suis partie. Ah merde. Je n'ai pas réussi à enlever mon corset et j'ai fait, de toute façon, si c'est pour ça. Et je suis partie. J'ai fini mon numéro avec mon corset que j'ai enlevé comme un vieux slip. Vraiment aucune grâce. J'ai vaguement fini pour arriver jusqu'à la fin de la musique et je suis partie. Mais vraiment, c'était terrible. D'accord. Voilà. Mais c'est la seule fois. C'est vrai que j'ai déjà assisté pas mal de fois à ça quand même. Mais du coup, ça peut être rigolo de le prendre, justement, la rigolade, de se dire, là, on a en face de nous une scène de ménage de... Lui, il va se faire taper sur les doigts pendant tout le spectacle. Et on les repère dans les loges, entre les numéros. T'as vu cette table-là? Et puis ça peut être assez rigolo. Mais c'est vrai qu'il faut savoir prendre du recul parce que ça peut arriver qu'il n'y ait pas toujours de très bons regards. Surtout moi, dans mon cas, pour les privatisations, ça dépend vraiment. Enfin, ça va être différent des salles où les gens viennent de leur plein gré. Ou des fois, il y a des personnes qui vont être contraintes ou non, mais de venir avec l'entreprise. Et des fois, c'est des gens, justement, comme on disait, qui ont des a priori. Donc, soit il y a bonne surprise, soit c'est un peu l'inverse. Donc, faut savoir faire abstraction et de se dire pourquoi on le fait. Allez, je peux aussi danser pour moi. Si c'est pas le meilleur public de ma vie, c'est pas grave. Après, c'est le risque. On peut pas avoir que des habitués. Et s'il y a aucun novice qui vient, aucun vierge pour reprendre les thèmes du burlesque, c'est le thème. Et oui, après, personne ne découvre vos disciplines et on reste juste entre soi, comme on disait tout à l'heure, et ça n'aurait aucun intérêt au final. Donc il faut prendre ce risque-là, peut-être d'avoir des gens qui ont des regards peut-être malheureusement pas comme il faudrait. C'est le jeu du milieu artistique en général, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais. On va revenir, Mélie, sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les messages qu'on porte sur scène. Comment on raconte justement une histoire ou comment on passe un message à travers le burlesque? Voilà, ça pourrait faire 2 heures d'exposé, cette question. Allez, nous avons 2 heures. Ça dépend des messages qu'on a à passer aussi, en fait. C'est vraiment une question de comment on a envie d'exprimer ses émotions et de comment on veut les matérialiser pour que ce soit compréhensible. C'est très vaste comme question. Alors, comment tu crées tes numéros? Est-ce que tu les crées dans l'intention, justement, de raconter une histoire? Est-ce que chaque numéro raconte quelque chose? Ou c'est juste de la danse et tu te dis, j'adore cette musique
mes numéros racontent pratiquement toujours quelque chose, même si c'est quelque chose de très stupide, à moins qu'il y ait une contrainte entre guillemets de thème. Des fois, on a des shows à thème et du coup, il faut créer un numéro relativement rapidement avec plus une thématique et des numéros qui sont peut-être plus classiques showgirl, où on a moins une histoire et où ça va être plus de la danse, de la mise en scène et il y a moins une chose à raconter. Mais sinon, moi, mes numéros de cœur, ce que je crée vraiment pour les tournées en général, c'est plutôt je raconte une histoire. Mais souvent, j'ai un coup de cœur pour une musique et je me dis, là, ça va marcher avec le truc que je veux raconter. Et après, je construis mon truc. Est-ce que tu te mets des contraintes quand tu crées ? Par exemple, je sais qu'en écriture, des fois, on se met des contraintes. On se dit tel thème ou tel nombre de mots, tu vois, par exemple. Est-ce que tu te mets des contraintes ? Parce que des fois, de la contrainte naît aussi la création. Est-ce que tu essayes de travailler comme ça ou pas du tout ? Tu te mets aucune... Si, j'aime bien. Alors, plus, j'ai une idée, visuelle, créative, de direction artistique de quelque chose et j'ai potentiellement j'ai une liste de thèmes qui me traînent dans un coin et j'essaie de voir comment ça va matcher. Par exemple, j'ai un numéro du Cheshire Cat, du chat d'Alice au Pays des Merveilles, où j'ai un sourire géant qui réagit aux UV. Et vraiment, j'avais la vision de ce truc. Je me suis dit, scéniquement, ça peut faire un truc fou, cette espèce d'énorme sourire. Et donc, je suis partie de ça et je voulais absolument ce truc-là. Ce qui est quand même déjà une contrainte assez emmerdante. Qui prend de la place. Qui m'a pris 70 heures de strassage. Ah ouais, quand même. Voilà, c'était sympa. Et on ne parlera pas du temps de couture pour que ça se tienne, cette affaire. Mais donc oui, c'est aussi... des fois, c'est une idée et on va articuler tout le numéro autour de... entre autres de cette idée pour que ça fonctionne. Et tu réfléchis aussi à la lumière en amont ? Parce que la lumière, ça dépend aussi de la salle dans laquelle tu vas performer. Ouais. Alors, pas toujours en amont, et c'est un tort, je pense. Mais c'est pas mon domaine de prédilection, la lumière. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai compris après un certain nombre de numéros, qu'en fait, ça fait partie de la création globale. Et je suis pas encore assez calée en lumière, et il faut que je bosse là-dessus, vraiment. Mais c'est intéressant de réfléchir à la lumière en même temps. Le Cheshire Cat, je savais qu'il me fallait des UV, par exemple. Ouais. Ah oui. Mais j'ai mon spot, j'ai une petite spot lumière, j'ai testé, ça fonctionne. Si la scène elle est pas énorme, même s'ils ont pas ce qu'il faut comme light, s'ils mettent des lumières de couleur vaguement bleues et que j'ai ma barre UV, ça suffit par exemple. Ouais. Mais ça se réfléchit et du coup pour certains numéros, il faut réfléchir à des solutions de rechange parce que effectivement, moi ça peut être une scène comme le Point d'eau à Strasbourg à 500 personnes avec des lumières de fou, ou ça peut être un petit bar paumé dans Paris vaguement en sous-sol. Donc on sait que potentiellement, il va falloir adapter des gros morceaux de numéros et ça fait partie du travail, je pense, de création, de savoir quels morceaux sont adaptables pour passer d'une scène type théâtre à une petite salle type bar. Tu choisis du coup un peu tes numéros en fonction de là où tu vas les jouer ? J'essaye, mais des fois, le chat, par exemple, on me le demande régulièrement et des fois, on me le demande dans des salles qui sont pas qui sont des toutes petites choses, des toutes petites... Pouf, on recommence. Des toutes petites salles, voire des bars. Et je sais qu'il y a des morceaux de mon numéro qui sont adaptables parce que je les ai travaillés aussi en version miniature, entre guillemets, dans ma chambre, en posant des meubles, en machin, pour voir des petites configurations, voir si c'est OK. Et si jamais ça ne l'est pas, c'est facile de dire non, pas ce numéro Je peux dire celui-ci, il n'est pas faisable, ou alors je peux le faire, mais ce sera... avec les contraintes de la salle, ce sera forcément moins bien que si quelqu'un l'a déjà vu en festival, par exemple, ce sera moins bien qu'en festival parce que la configuration. Mais mon numéro de loup, par exemple, je peux pas le faire dans un bar, j'ai des ailes d'Isis, c'est pas possible. C'est-à-dire que je peux le faire, mais je vais assommer la moitié des gens. C'est peut-être pas l'idéal. C'est faisable, mais voilà, vos risques et périls. C'est ça. Louane, toi, donc, pour le cabaret c'est très codifié, pardon. Est-ce que ça laisse place à ton expression personnelle ? Alors en fait, je pense que ça dépend tout simplement des lieux où on va travailler. Il y a vraiment des systèmes de revue où là, c'est le même spectacle à chaque fois. C'est un spectacle qu'on va préparer pendant longtemps. Et toute l'année, pendant 1 ou 2 ans, ça va être toujours les mêmes shows qui sont évidemment perfectionnés chaque fois. Mais donc là, c'est quand même assez... Il y a une direction à suivre. Et on doit faire aussi en fonction du groupe. C'est pas pareil du tout que des solos, etc. Après, je pense qu'il y a, même dans le milieu du cabaret, ça peut aussi se rapprocher du burlesque. Il y a plein de façons de faire des solos, même par exemple dans des petits bars, dans des petits cabarets parisiens. En fait, je pense que c'est un choix. Il y a des personnes qui préfèrent être dirigées dans une troupe, avoir ses habitudes, ou à l'inverse, être complètement libre, soit de créer, soit de faire des choses un petit peu plus en impro. Moi, j'avoue que je ne saurais pas choisir. J'aime les deux.
Toi, tu fais les deux aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, professionnellement, je fais que en revue. Ouais. Après, moi, de mon côté, je crée beaucoup, je teste beaucoup de choses. Donc justement, c'est un peu le projet en marche de faire un petit peu plus de choses dans la création et seule, en plus, évidemment, d'une troupe, parce que c'est ce que j'adore aussi. Donc en fait, ça dépend de mes humeurs. Il y a un matin, je vais me réveiller, je vais avoir envie de faire une impro contemporaine, complètement triste et drama. Et le lendemain, je vais être dans un solo très sensuel et dans l'art de la séduction. Ouais. C'est deux personnages complètement différents. C'est ça qui est sympa aussi. Mais justement, j'allais te demander si le côté très codifié du cabaret te poussait à avoir besoin à côté d'avoir des projets plus personnels, comme avec Kiplan par exemple, voilà, pour un peu sortir de ces codes. Ouais, c'est possible. Ça me donne envie justement de m'épanouir dans d'autres choses. Après, moi, j'aime bien aussi le côté, pas discipline, mais d'avoir un peu mes petites habitudes aussi, étant donné que c'est un métier de base très vaste et très dispersé. J'aime bien quand même avoir ce cabaret fixe, retrouver les mêmes personnes. C'est un pur plaisir. Et à côté, oui, ça me donne envie de, justement, un lendemain de show plein de courbatures, je suis capable d'aller quand même dans une salle de danse, poser un téléphone ou non, juste le vivre ou le filmer et danser juste pour le plaisir. Ouais, ça reste une passion quand même avant tout. Et c'est là que ça fait du bien. On se rappelle quand même qu'à la base, il y a le côté métier et le côté juste ça me fait frissonner et c'est ma passion. Pour revenir sur la scène, le moment juste avant de monter sur scène, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? On dit toy-toy. C'est comme à l'opéra. Voilà. Ouais. D'accord. Au burlesque aussi, on dit toy-toy ? Nous, on dit break a lash. Oui. Parce qu'en anglais, tu dis break a leg, casse-toi une jambe. D'accord. Comme nous, en français, on dit merde. Ouais. Et break a lash, c'est pour les fossiles. D'accord. Okay. Ou sinon, on dit merde et on se tape sur les fesses. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Exactement. D'accord. Et comment on gère le stress avant de monter sur scène ? On se dit que c'est de l'excitation et pas du stress, parce que le cerveau ne sait pas faire la différence. Du bon stress. Il faut lui expliquer que c'est ça. Et aussi, on se dit que le pipi n'existe pas, parce qu'on a toutes, je crois, envie de faire pipi, je suis presque sûre, envie de pipi les 2 minutes là où on sait que ça va être à nous. Et on dit, oh, il faut que je fasse pipi. Et je peux pas, parce que j'ai toutes ces couches de vêtements. Et c'est un faux. D'accord, donc ça arrive à tout le monde visiblement avant de monter sur scène. Monte sur scène, tu verras, tu auras envie de pipi. Alors, je suis incapable de monter sur scène, c'est pour ça que je fais des podcasts. Voilà, j'ai choisi de rester dans l'ombre. Est-ce que, au-delà du pipi et du toy-toy, est-ce que vous avez des rituels ? Les meufs sérieuses, quoi. Des rituels avant de monter sur scène ? Là, vous tapez sur les fesses. Je pense que ça dépend des fois, ça dépend des énergies du groupe quand on est en groupe. Oui. Des fois, on va avoir besoin de rire, des fois, on a besoin de se recentrer, de se tenir tous les mains, de se secouer un petit peu pour donner de la dynamique. Enfin, ça dépend vraiment des humeurs. Je pense que c'est assez riche. Les backstage, justement, il y a vraiment plein de choses à voir. Est-ce que, lorsque vous êtes sur scène, alors pour toi, Mélisse, c'est peut-être un peu différent parce que tu incarnes un personnage sur scène, mais malgré tout, est-ce que vous êtes la même personne lorsque vous êtes sur scène, lorsque vous êtes ce personnage, et quand vous êtes dehors de la scène ? Pas tout à fait. Ouais, non. Non. C'est comme pour des acteurs, je pense. On a un personnage public, un personnage scénique qui n'est pas exactement nous, notre vraie personne, parce qu'on a besoin aussi de prendre ce recul-là, notamment pour gérer le track, pour gérer le regard des gens, pour gérer les castings. Tu as besoin de faire cette différence entre tes deux personnes, le persona de scène et le persona de la vie. Après, il y a forcément... on est quand même dans notre corps, donc bon, voilà. Bien sûr. Mais vous quand même. On distingue un peu les deux. Oui, bien sûr. Et même, je pense qu'on se permet de faire beaucoup plus de choses sur scène. Donc, on a cette liberté qu'on ne va pas forcément avoir dans la vie de tous les jours, ou ne pas se permettre d'avoir. Mais c'est vraiment une libération totale, je pense. Même un jour où ça va pas, une fois qu'on est sur scène, ça m'est jamais arrivé de penser à mes malheurs sur scène, quoi. C'est justement même tout le principe et c'est ça qui est génial. En fait, sur scène, c'est vous, mais de façon exacerbée. Je pense que ça dépend aussi du numéro de la musique sur laquelle on danse aussi, parce que tu as des choses qui te parlent à ton toi intérieur, et il y a des choses où quand on a des thématiques, on joue un personnage qui n'est pas forcément celui qu'on incarne le plus. Je pense que des fois, il y a des interactions différentes avec le public. Des fois, c'est vraiment visé pour avoir un échange avec eux. C'est vraiment pour les gens. Et il y a d'autres numéros, donc peut-être en dehors du cabaret, où ça va être beaucoup plus raconter une histoire et beaucoup plus sur soi.
Et là, on partage quelque chose qui sort de nos tripes, mais on va le faire pour nous sur scène. Enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à raconter aux gens. Mélie, est-ce que tu pourrais faire de la scène, ou en tout cas de la scène burlesque, sans ce personnage? C'est une bonne question. C'est-à-dire que je ne le conscientise pas forcément, tu vois, le personnage. Donc, je sais pas, parce qu'en fait, quand on est sur scène, on exagère tout. Je veux dire, on a des maquillages qui sont exagérés, des tenues qui sont exagérées. Le but, c'est de montrer quelque chose. Si je vais sur scène avec juste moi, c'est moins scénique. Enfin, c'est vrai. Et pourtant, il y a des boylesques qui rentrent en costume et en tenue très sobre. Oui, mais en général, ils vont quand même dans une certaine forme d'exagération d'une façon ou d'une autre. Ça peut être vers de l'humour, ça peut être justement en mode « Regardez, je suis monsieur tout le monde, et je finis en string à paillettes ». Il y a quand même tout un côté histoire et toute une personnification de la scène. Boylesque, tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas? Boylesque, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont de les feuilles. C'est dur, hein, on est déjà à la moitié de la semaine, c'est compliqué. Boylesque, c'est les feuillages burlesques pour les garçons. Voilà, parce que ça existe aussi. Ça existe aussi. Et ça peut être, entre guillemets, efféminé dans les tenues et dans les attitudes, ou ça peut être vraiment très masculin. Oui, c'est ne pas confondre avec du drag queen ou drag king, qui est l'exagération des traits masculins ou féminins. Le boylesque, c'est tout simplement effectivement un personnage, enfin un danseur, un performeur masculin qui fait du burlesque, tout simplement, et de feuillage. On peut faire drague et burlesque en même temps. Tout est possible. On peut faire les deux? On peut faire les Mais deux. dingue, on peut être drague et s'effeuiller, c'est incroyable. C'est fou. D'ailleurs, on dit draglesque, histoire d'inventer encore plus de mots. Voilà. On n'a jamais assez. Comme Kelly, alors qui, je ne sais pas si tu connais Je connais Kelly. Elle a commencé en tant que drague et je crois que de plus en plus, elle commence à s'effeuiller aussi un petit peu sur scène. Mais il y en a beaucoup finalement des drags qui s'effeuillent. On reste une grande famille, hein. Donc on a quand même des codes qui sont très proches. On fait souvent des scènes en commun, donc c'est logique qu'on partage des choses. Et puis peut-être à force de voir les camarades, on a envie aussi de piquer des trucs dans les numéros ou voilà de faire un petit peu ce qu'on a vu et à sa sauce. Donc peut-être que ça inspire aussi. Ouais, c'est chouette de mélanger un peu nos arts comme ça. On va parler un petit peu, on en parlait tout à l'heure au début d'émission, tu as fait beaucoup de modeling, la photo. Qu'est-ce qui change entre poser en photo et monter sur scène? C'est difficile. C'est dur comme question. Le rapport au regard, le rapport au temps aussi, parce que c'est pas... Ouais, justement, je pense que là, vu que c'est vraiment une pause arrêtée, c'est pas quelque chose de vivant, littéral. Ça dépend le photographe. Oui, aussi. Je pense comment dire. En fait, ça se rejoint quand même malgré tout parce que en termes de faciès, enfin, là justement, c'est peut-être encore plus dur sur une photo. C'est comment transmettre quelque chose avec son émotion alors que c'est arrêté dans le temps. Donc ça se rejoint quand même, mais c'est différent dans le sens où on va pas. Enfin, c'est dans les gestes, mais pas dans la gestuelle. Ça ne bouge pas en fait. Puis tu penses peut-être plus à l'image arrêtée, alors que sur scène, c'est le tableau. Oui, voilà, on va être plus exigeant dans les postures, alors que c'est peut-être plus libre sur scène dans l'interprétation. Pareil pour toi, Mélie, tu as aussi fait un petit peu de photos déjà. Oui, j'en fais régulièrement, j'aime bien faire ça. Je faisais de la photo avant de faire du burlesque aussi. C'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé faire. Ouais, je pense que c'est assez différent. Le côté statique, pour moi, c'est vraiment très, très différent, même quand tu as le même costume. En plus, l'esthétique n'est pas du tout le même parce que tous les costumes, les tissus en mouvement rendent pas du tout de la même manière que... Puis la lumière, c'est ça. La lumière, c'est aussi le boulot des photographes. En général, normalement, il y a des belles lumières. Ils savent faire. Ça, on leur fait confiance, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus la partie statique qui est difficile à gérer parce que nous, on est plutôt habitués à penser mouvement que penser statique. Ouais. Donc, c'est assez rigoureux dans le choix des poses. Et en vrai, c'est fatigant, c'est long. Oui. Un shooting, c'est au moins 2 heures. À la fin, t'es rincé de toute ta vie. T'as gainé comme ça, là. C'est vrai. Et puis les poses qui rendent bien, c'est toujours celles où tu tiens dans un équilibre par le miracle inexplicable de tiens, là, je tiens et peut-être je vais tomber à un moment, donc prends la photo. Parce que ça donne une impression de mouvement. Ouais, je pense. Et même, je pense que les poses qui sont vraiment jolies, finalement, quand on les fait en mouvement, elles sont pas gênantes, mais quand tu les fais en statique, c'est juste extrêmement inconfortable et instable. Donc tu es comme ça en mode je souris, je tombe, mais je souris. Et est-ce que le rapport au corps est le même sur scène et en photo? Je pense qu'on est plus exigeant quand même sur photo. Pour être honnête, je veux dire même pour une cheville, je veux dire là dans le milieu du cabaret, si pour la tranche du pied,
On va être beaucoup plus exigeant si c'est pris en photo. Ouh là là, on refait. Attends, mon pied il est pas du tout bien mis. Oui. Voilà. Vous allez avoir un regard en plus. Voilà. Là, le geste est pas bien. Il faut. C'est comme si ça en disait long en fait sur le fait d'être pro ou pas. On regarde jusqu'au bout du pied. Enfin, c'est quand même beaucoup plus exigeant. Après, ça dépend des photos. Là, je parlais du coup dans le milieu du cabaret, mais quand on est vraiment plus dans quelque chose d'artistique, pas juste des photos pour des affiches. Là, on peut explorer beaucoup plus de choses et c'est différent. Et où est-ce que vous vous sentez plus en contrôle, justement, en photo ou sur scène ? Sur scène. Ouais. Sur scène, oui, quand même. Enfin, quoique, la question se pose quand même. Ça dépend le style de photo. Peut-être qu'il y a des photos où ce sont les photographes qui arrivent avec un projet qui vous drive de A à Z, et d'autres où vous avez plus de liberté créative, peut-être. Et je pense que moi, en fait, au début, ça a été vraiment un combat avec mon stress. Je suis quelqu'un de très, très anxieuse, stressée, tout ce qu'on veut. Et donc, sur scène, c'est vrai que la première année, il n'y a pas, jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas une fois où je montais sur scène en me disant, allez, comme d'hab, fallait que je réfléchisse à tout avant, alors que le show, ça fait 6 mois que je le fais tous les week-ends, voire plus. Mais donc là, ça commence à aller mieux. Mais c'est vrai que du coup, quand je faisais des photos, avant, c'était beaucoup plus naturel pour moi. J'étais vraiment à l'aise. Enfin, plus naturel, non, je préfère la danse malgré tout, mais j'avais moins d'exigences envers moi, alors que sur scène, devant vraiment des personnes, c'est du live malgré tout. Il n'y a pas on recommence 6 fois s'il faut. Donc c'est vraiment de l'instant présent, donc c'est différent. Mais en termes de ce que ça me fait ressentir, évidemment, je préfère la scène malgré tout. Mais l'exigence en photo, elle vient peut-être justement du fait que tu peux recommencer, contrairement à la scène. Oui, c'est vrai. Si c'était tout en un clic, peut-être que tu ne serais pas aussi... De l'argentique, tu dirais pas, on l'a refait 3 fois, tu n'aurais pas le choix. Donc ça vient peut-être de ça, effectivement. À méditer. On va parler également un petit peu de l'aspect psychologique de s'exposer sur scène. Quel rôle ça a pu avoir, vous, sur votre mental ? Vous avez 2 heures. Je savais pas qu'on faisait un examen comme ça, là. Je pense que ça m'a quand même fait beaucoup mûrir, en réalité. Ouais. Après, voilà, j'ai quand même commencé jeune, donc c'est vraiment là que tout a commencé. Enfin, je me suis sentie vraiment moi-même, j'ai mûri de mon rapport aux autres, de même m'exprimer. Avant, je m'exprimais que par le corps, du coup, que par la danse. Et en fait, d'en faire son métier, on est amené quand même à parler à beaucoup plus de gens, que ce soit après un spectacle, que ce soit pendant même... J'ai déjà fait des salons, des castings... plein de choses, et en fait on est là, on doit vendre ce qu'on fait, on parle aux gens, et ça m'a vraiment fait mûrir et ça m'a ouvert vraiment aux autres. Est-ce que, comme dans le burlesque, vous avez un contact avec le public dans le cabaret ? Ça dépend. Vraiment, dans les revues traditionnelles, un petit peu moins, ça va plus se faire dans les regards, dans ce qu'on offre de par le corps, de par notre spectacle littéralement. Mais après, dans le cabaret, c'est tout à fait possible de rejoindre le burlesque et d'aller très proche des gens. Je sais que j'ai déjà fait des numéros où on descend de scène et on danse entre les tables. Et d'accord. Voilà. Donc c'est possible. C'est possible, tout à fait. Et toi, Mélie, donc, comment ça a pu jouer sur ton mental ? Je ne trouve plus mes mots. Ouais, je pense que moi, c'est un épanouissement total. Ça nourrit mon âme. C'était la chose dont j'avais besoin sans savoir que j'en avais besoin. D'accord. Je crois qu'il y a un mot en français pour dire ça. Je crois que c'est sérendipité. Sérendipité, c'est la découverte par hasard. Que tu voulais, mais tu ne savais pas que tu le voulais. Sérendipité, c'est plus une découverte comme le micro-ondes. Il a fait une expérience au hasard, ça donne des micro-ondes. Donc ça peut être de au hasard, je suis montée sur scène. Ça peut être ça, effectivement. Ça m'est tombé dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, non, moi, je m'épanouis complètement et ça m'aide aussi à canaliser mon côté artistique. Je peux très vite partir en tornade artistique, que ce soit en couture, en dessin, en danse, en tout et n'importe quoi. Et comme c'est une discipline qui me permet de rejoindre plus ou moins toutes les choses artistiques que j'aime, ça me permet de me canaliser sur quelque chose. Et je pense que ça m'a fait grandir et j'ai l'impression de m'être réalisée dans la vie et ça m'a aidé à trouver un équilibre de vie global que j'aime. Et comment vous vivez la pression, s'il y en a, de votre métier même ? Là, c'est pas ton métier à temps plein, Amélie, mais comment vous vivez cette pression ? Ça dépend des jours. Ouais, ça dépend des humeurs, de ce qui se passe. De comment s'est passée la journée. Ouais. D'où l'intérêt d'être bien entouré. Oui, c'est vrai. Plus que dans d'autres milieux artistiques, peut-être. Je pense que dans le milieu artistique, en général, on a besoin d'être bien entouré parce que c'est des milieux où
il y a une certaine pression parce qu'il y a une concurrence, entre guillemets, qui a des divergences artistiques d'une personne à l'autre et qu'on est toujours face à beaucoup, soit des gens qui adorent, soit des gens qui détestent parce que c'est le concept de l'art, tout le monde ne peut pas aimer. Donc c'est quelque chose qui émotionnellement est prenant et fatigant et donc il y a besoin d'être bien entouré. Je pense qu'il y a aussi la pression du rythme de vie Ouais. qui est beaucoup présente parce qu'on a quand même des rythmes qui n'ont rien à voir avec la normalité, entre guillemets. Parce qu'on peut très bien être amené à travailler 13 jours de suite sans jour de repos et avoir les 15 prochains jours sans boulot, se retrouver face à soi-même avec sa créativité, sa pression, tout en fait qui se mélange dans la tête. Et il faut avoir un certain mental quand même de savoir gérer tout ça. Et au niveau de la concurrence, t'en parlais, comment ça se passe la concurrence, que ce soit dans le cabaret ou le burlesque? Est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'il y a... Je pense que c'est quand même un choix d'interprétation de manière générale. On décide de rentrer dans ce truc de je me compare aux autres et je ne vis que dans la compétition, alors qu'on peut tout à fait choisir de rencontrer des gens et de se dire c'est juste enrichissant et basta, et on aime tous la même chose, et c'est quand même un choix de prendre du recul ou non sur tout ça, je pense. Bon, après, je dis c'est facile à dire quand même. Des fois, on peut être confronté à des choses, on n'a pas toujours le choix, évidemment. Mais on peut essayer, du moins, de se détacher un petit peu de ça. Tu es d'accord avec ça? Ouais, c'est vrai. On choisit nos interactions et on choisit nos combats, entre guillemets. Ouais. En fait, il y aura toujours des gens qui seront très compètes, très comparaison, très dans le jugement. Mais je pense que c'est quelque chose que tu ressens, en fait, quand tu croises les gens. Et instinctivement, tu vas te rapprocher de ceux qui sont plus... En tant que bisounours, moi-même, je me rapproche des autres bisounours. Oui, voilà. On disait que le monde du burlesque, c'est très safe place, etc. Mais entre les performeurs, ça ne l'est peut-être pas toujours. Pas avec tous, pas tout le temps. Ça reste un milieu artistique, donc ça reste un peu panier de crabe parfois. Puis comme dans la vie. Comme dans la vie en général. Oui, je pense que dans n'importe quel milieu, il y a tout type de profil et voilà, ça se rejoint partout. Ouais, j'ai l'impression que c'est exacerbé dans les milieux artistiques parce qu'on a des personnalités et des convictions qui sont fortes et qu'on est habitué à mettre en avant. Donc, on se balance un peu nos émotions, nos convictions à la tronche. Il y a et on est tous très sensibles. Oui, c'est ça. Souvent. Il y a aussi une sensibilité particulière. Les émotions sont exacerbées aussi, donc forcément... Bien sûr, oui. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre vous et l'image que vous renvoyez de vous sur scène? Elle est technique, celle-ci. Ouais. Entre la personne que vous êtes et l'image que vous renvoyez, parce que les gens ne vous perçoivent peut-être pas forcément comme vous êtes, très certainement. Et vous arrivez à différencier... Moi, c'était déjà un problème dans ma vie, enfin, moins en grandissant, mais plus jeune, je pense toujours maintenant en vrai, j'ai une image qui ne correspond pas à la personne que je suis. C'est quoi cette image et quelle est la personne que tu es? Alors, je suis relativement barrée, comme vous pourrez le remarquer. Voilà, je plane, je suis une créative, je jure comme un charretier. Enfin, voilà. Et souvent, quand j'avais une ancienne collègue qui m'avait dit, quand t'es arrivée, je me suis dit, oh là là, elle est toute chic, tout chichi pompon, elle doit être super coincée, et puis t'as ouvert la bouche. Et donc c'était tout l'inverse. C'est censé être un compliment. Je ne sais pas comment il fallait prendre ça. Et je suis restée en mode, ok, mais tu m'aimes bien? Oui, bon, voilà, très bien. Donc, entre l'image je pense qu'entre l'image qu'on renvoie et la personne qu'on est, de toute façon, il y a parfois une différence, globalement, dans la vie. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, et c'est quelque chose qui m'a très longtemps dérangée. J'ai eu beaucoup de mal avec ça. J'étais très mal à l'aise avec les êtres humains en général, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un mur entre ce que je renvoyais, ce que j'étais à l'intérieur, et ce que j'avais envie d'être, qui était quelque part à mi-chemin entre les deux. Et moi, j'ai plus l'impression que la scène et d'avoir un personnage scénique, ça m'a libérée là-dessus, parce que j'assume d'avoir une image de scène, une image de ville et une moi véridique au milieu. Donc je pense que ça aide aussi à se ressentir. Enfin, aussi, on fait la différence entre qui on est, et ce qu'on projette, parce qu'on le fait volontairement sur scène, et je pense que ça aide aussi à le faire volontairement dans la vie et à savoir comment équilibrer avec les gens avec qui on est. Mais de toute façon, est-ce que vous avez un contrôle sur l'image que vous renvoyez? Oui, non. Voilà, c'est ça. On essaye. On choisit de ce qu'on va donner aux gens, de ce qu'on va montrer, et en même temps, on n'est jamais responsable de ce que les gens vont penser de nous. Et de comment ils vont interpréter ce que tu veux montrer. Voilà, exactement. Donc c'est oui et non. Oui. Est-ce que les gens se feront forcément un avis de façon de ce qu'ils voient sur scène? Et la première chose qu'ils voient de vous, c'est un personnage qui danse et dont le corps est l'outil. Donc ils ne vous connaissent pas en tant qu'effectivement
en tant que femme, en tant que personne à ce moment-là. Donc c'est très facile de se faire un avis avant de vous connaître. Mais vous n'avez aucun moyen du coup de contrôler cette image, l'image que vous renvoyez au moment où vous êtes sur scène. On donne la direction, on contrôle la direction qu'on donne quand on performe, mais après... C'est pas quelque chose auquel vous pensez? Vous protégez pas forcément contre la perception que peuvent avoir les gens Pour moi, ça va avec ce que tu souhaites projeter. Ouais. Donc tu respectes tes valeurs et ta façon de voir les choses et qui tu es. En fait, non, j'ai pas du tout la crainte de qu'est-ce qu'on va penser de moi si on m'aime pas. Enfin, pas du tout. Ouais. Sinon, vous ne feriez pas ce métier. C'est ça. C'est quand même une forme de notre caractère, je pense. Quand tu montes sur scène, tu sais que potentiellement, tu as une partie de la salle qui peut détester ce que tu fais. C'est le concept. Donc c'est aussi ce qui c'est le piment de la scène. C'est ce qui est dur. Voilà, c'est ce qui est dur et c'est ce qui est beau aussi. Donc on sait que potentiellement, ça va pas être reçu comme ce que nous on voudrait projeter, mais on n'a pas un contrôle absolu sur ce qui se passe. Et si ce n'était pas dur, ce serait peut-être moins mérité. Je pense que ce serait moins drôle. Ouais. Le stress ne serait pas présent, enfin, ce serait pas pareil. Et est-ce que vous êtes déjà senti illégitime sur scène? Des soirs qui se passent pas comme vous voudriez ou à vos débuts Légèrement, mais illégitime, ce serait un à quel moment on veut tout savoir. Ça peut déjà arriver, même un jour on est un peu malade ou voilà. Moi, notamment, le numéro, si je suis pas en forme, je le redoute, c'est le French Cancan. Ouais. Là, c'est vraiment physique, c'est long, c'est tout. C'est un numéro qui est très dur et à la fois qui est génial à faire parce que la réaction du public, moi, c'est, je pense, un de mes moments préférés du spectacle parce que je sais ce que ça va provoquer. Parce que les gens savent ce qu'ils vont voir avec le French Cancan, peut-être. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus mythique, je pense. Quand on pense cabaret, on pense French Cancan. Et... Quand on pense France, on pense French Cancan. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui se passe dans les yeux des gens, c'est incroyable. Mais du coup, oui, pour en revenir... Quand je pense au French Cancan, un jour où je suis pas très en forme, c'est le pire moment, quoi. Donc, une blessure que tu as cachée, par exemple Ça, ou même d'être un petit peu malade, le cardio, c'est un petit peu plus dur que d'habitude. Et là, je me dis, oula, je suis sur scène, mais en fait, je suis pas douée comme d'habitude. Mais après, de me sentir pas légitime... Tu nous feras un cours hors podcast de French Cancan. On va voir à quel point on y arrive, Mélie et moi. Cathédrale. Ce sont des vrais termes de French Cancan? Oui, mayonnaise et cathédrale? Ouais, il y a le coup de cul, il y a tire-bouchon. Eh oui. Ok, j'en apprends tous les jours. Pour moi, il y a... la danse et moi, vous le voyez peut-être pas. Il y a une grande histoire autour du French Cancan, on en parlera. Je suis très éloigné de la danse, même si j'aime beaucoup regarder ça. Mais je ne sais absolument pas maîtriser mon corps. Et toi, Mélie, des moments où tu t'es sentie légitime? J'allais t'oublier. J'allais passer à la question d'après. J'ai très envie de vous poser la question d'après. Moi, c'était dur au début, en vrai, parce que c'est pas mon métier principal. Donc, je faisais ça à côté. Et l'ascension a été relativement rapide. Et je me suis trouvée rapidement sur des scènes de festivals internationaux avec des gens qui en faisaient depuis plus longtemps que moi, qui arrivaient de partout. Et j'ai eu un certain nombre de scènes où je me disais, mais pourquoi ils m'ont prise? Mais qu'est-ce que je fais là? Mais le public, il va se dire, c'est quoi cette pique-naude là au milieu? Et j'ai toujours eu des t'avais pas entendu parler encore. Retour. Et ils m'avaient même pas entendu parler. Et heureusement, ils ne parlaient pas le français, donc ils ne sauront jamais. Mais c'était dur, le syndrome de l'imposteur au début. Ça va mieux. Et encore, des fois, j'ai des rechutes. Mais c'était très dur de se sentir légitime au début. Et jamais peur de tomber sur des collègues dans le public ou, sans trahir ton métier, peut-être avoir des soirées privées dans ton entreprise? T'as jamais eu cette crainte? Moi, j'en fais pas un secret, en fait. Je pars du principe que si t'en fais un secret, c'est un sujet à rumeur. Et donc, c'est du négatif. Entre ne pas le dire et s'attendre à ce que ses collègues vous voient sur scène, il y a un monde différent. Je performe à Reims, donc je sais que c'est possible. Et tous mes collègues sont au courant et celles dont je suis proche sont déjà venues me voir. Ouais. Voilà, j'ai rencontré le mari de 2 de mes collègues nu. Bonjour, je suis la collègue de votre femme nue et mon compagnon fait du burlesque avec moi et donc j'ai pu présenter mon compagnon en string à ma collègue. Voilà. Donc moi c'est pas une question, c'est pas un problème du tout. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des moments où vous avez voulu arrêter? Non. Jamais? Non, jamais. La passion jusqu'au bout. Une fois qu'on a commencé, on a attrapé le truc, on va pas le lâcher. Malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer ça vaut le coup. Ouais. Voilà.
En fait, on s'accroche. Après, moi, je sais que dans mon cas, je me dis, est-ce que, attention, je veux surtout pas tomber dans ma zone de confort et ne jamais aller chercher plus loin. Après, encore une fois, c'est assez récent pour moi quand même, mais je me dis toujours, allez, va chercher plus loin, va... D'ailleurs, je fais un podcast aujourd'hui, alors qu'il y a un an, je savais pas parler devant quelqu'un. Mais c'est juste aller chercher d'autres expériences et vraiment toujours... chercher à s'enrichir, ça c'est important. Et d'ailleurs, tu m'as dit en arrivant que tu avais refusé beaucoup de podcasts, donc je suis super content que tu sois là. ça fait plaisir. Et on notera qu'elle n'a pas bafouillé. Pas une seule fois, contrairement à moi. Et à moi. Arrêtez, la pression monte. Est-ce que la danse aujourd'hui reste tout de même un plaisir ? Oui. Même en dehors de la scène, vous dansez toujours, vous continuez à danser. Toi, tu Oui. disais que oui, tout à l'heure, Loane, mais toi également, en dehors de la scène, tu danses toujours ? Beaucoup. Si j'ai une journée où ça va pas, j'ai besoin de faire une pause, soit en rentrant chez moi, soit si je suis en télétravail, c'est ma pause déj. J'attrape des éventails en soie et je me fais une très longue session de danse avec des éventails parce que je trouve qu'il y a rien qui me détend plus que de danser avec des éventails. Je ne sais pas pourquoi, c'est le flap-flap, ça doit me détendre. Et du coup, vous dansez encore pour vous-même ? Ouais, c'est important, je pense. Il faut savoir s'accorder ces petits moments-là, thérapeutiques. Et jusqu'à quand vous voyez faire ce que vous faites ? Physiquement parlant, jusqu'à ce que ce soit vraiment plus possible. Dans le cabaret, il y a une date limite. Une date de péremption. Non, mais est-ce que dans le cabaret, justement, on n'impose pas la troupe c'est un peu la blague de dire danseuse périnée. Non, mais en vrai, il n'y a pas de limite parce qu'il y a plein de choses à explorer. Après, dans le milieu vraiment du cabaret, déjà de base, physiquement, il y a un moment donné où le corps va évidemment fatiguer, c'est logique. Je ne donnerais même pas un âge parce que ça dépend vraiment des personnes et ça dépend aussi, il faut prendre soin de son corps, ça dépend de sa génétique, de plein de choses. Mais après, voilà, si je pense pas faire du cabaret forcément toute ma vie, c'est pas possible, je pense pas. Mais après, j'ai d'autres passions justement et ça, c'est une richesse de me dire... même là, je me suis jamais beaucoup tournée sur la pédagogie ou très légèrement, mais peut-être que plus tard, ça viendra, c'est l'envie de transmettre aussi... Donc non, je pense qu'il n'y a pas forcément de date limite. Et même dans le milieu artistique, il y a plein de champs différents. Enfin, pas trop artistique parce que c'est vraiment très large, mais dans le milieu même juste de la danse, il y a le côté technique, même un ingé-son, on peut très bien se reconvertir ingé-son. Enfin, c'est vraiment très large en termes de carrière. Il y a la possibilité toujours de devenir professeur également. Bien sûr. On voit beaucoup en ce moment d'art-thérapie. Est-ce que la thérapie par la danse aussi, c'est quelque chose qui est possible ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ? Bah oui, carrément. Ouais. En transmettant, je veux dire, du coup. Oui, il y a tellement d'aspects que j'ai envie d'explorer. Même le côté, je connais beaucoup de filles autour de moi qui font du yoga, à côté de la danse, qui donnent des cours de yoga. Enfin, on peut vraiment trouver quelque chose qui complète et explorer plein de choses. Mélie, je te pose pas la question. On a des danseuses burlesques qui ont 90 ans. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'âge Moi, je veux limite. mourir sur scène. Et du coup, tu te vois faire quand même ça jusqu'à 90 ans. Ouais. Peut-être que d'ici là, j'arriverai à taper un grand écart. Voilà. Mon objectif, pour l'instant, c'est pas encore... Non, mais encore une fois, déjà, je pars de très loin en souplesse et c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, les gens me disent « Ah, mais toi, t'es souple !» Pas du tout. Alors, je bosse comme un chien, mais jamais je l'aurais ce foutu grand écart. Loane, le grand écart. Oui, pas trop le choix pour faire un French Cancan. Là, c'est un grand écart, c'est un peu compliqué. Mais moi, pareil, ça n'a jamais été mon fort à la base. C'est du travail. Après, ça dépend aussi de l'âge auquel on commence à faire de la souplesse. Parce qu'en vrai, si on commence ado, ça sera plus simple, je pense, que si on commence plus tard dans sa vie. Écoute... Quand j'étais plus jeune, c'était une catastrophe et j'ai commencé le yoga avec le Covid et depuis ces années-là, je suis devenue relativement souple alors que mes 12 ans de danse classique en ayant commencé petite, vraiment c'était une catastrophe. Je pense que suivant les techniques aussi, même le fait de la danse classique, on est peut-être jeune aussi, on est peut-être plus tendu musculairement, enfin il y a peut-être plein d'explications. Mais oui, après effectivement, je pense que c'est très psychologique et les techniques qu'on va employer, tout est possible de toute façon. On en revient. On approche de la fin de l'émission déjà. Quels sont vos projets, en sachant que là, le podcast sera à peu près début mai, quels sont vos projets à venir ? Justement, moi, c'est intéressant parce que le milieu du burlesque, je n'ai pas du tout encore développé et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et on est bien. Voilà, et du coup, c'est rigolo parce que c'est vraiment un des projets que j'ai en tête.
Et après, oui, continuer dans la danse et surtout continuer de me former. Je prends encore énormément de cours parce que je sais qu'il faut toujours s'améliorer. Et donc, lui, projet danse à fond et continuer de faire des rencontres. Donc là, même peut-être un petit peu plus sur la capitale, d'élargir un petit peu plus les contacts. Et voilà, on y croit. Mais il y a des projets à venir? Oh oui, je monte un duo avec mon Marcel. Je pense que ce sera plutôt pour octobre. Marcel Lupin, c'est ça? Marcel Lupin, tout à fait. Mon homme à la vie à la scène. Que tu as rencontré via le burlesque ou pas du tout? Pas du tout, non? on se connaît depuis très longtemps. Et vous avez découvert le burlesque ensemble? Je l'ai embrigadé sans aucune vergogne. Il n'y a pas eu le choix, de toute façon. C'est-à-dire qu'un jour, je devais être Keaton, j'étais en retard, il était là, les filles l'avaient remis et elles ont dit « Toi, ta copine est en retard, ramasse !» Merde. Et de fil en aiguille, il est revenu. Sur scène. C'est ça. Après, j'avais des numéros, donc il est devenu Keaton. Après, c'était le seul mec, donc les gens voulaient absolument le voir en string. Donc, premier striptease surprise, pas du tout prévu. Et puis, de fil en aiguille, il est en train de monter un numéro, monter un duo. Enfin, voilà. La scène l'appelle, finalement. Est-ce qu'il y a beaucoup de couples comme ça dans le burlesque qui montent sur scène ensemble? Pas énorme. J'en connais au moins un. Mais, le vôtre. Un en plus de nous. Excuse-moi. Je ne me parle pas de nous à la troisième personne quand même encore. Mais on n'en voit pas énormément, non. Et en fait, on a rencontré un couple de Canadiens qui performent ensemble sur un festival en Allemagne l'année dernière et qui ont un numéro extrêmement drôle de Titanic qui est vraiment à pleurer de rire. Et moi, je me suis dit, mais ce serait trop bien de faire la full expérience festival ensemble parce qu'en général, il part avec moi. Mais on fait pas de lui, il n'a pas de numéro, donc il reste dans le public, voire il garde mon stand de costumes et d'accessoires, parce que voilà. Mais ça serait chouette de vivre ça complètement ensemble, ça serait super cool. Parce que quand on est Keaton aussi, on a beaucoup de travail, donc quand on fait des scènes ensemble et qu'il est Keaton, on se croise, on se parle à peine de la soirée en fait. D'accord. Donc, après la scène et avant, mais pendant le show, on se croise, quoi. Donc ça nous a bien donné envie. Et je pense qu'on fera ça pour le spectacle d'octobre. Et des scènes à venir à Reims avant octobre? Alors, on a un premier gala avec les élèves le 27 juin au Flambeau. Voilà, on va présenter... Très belle salle, vers Bethany, loin de Bethany. Non, c'est là... Juste, c'est à la limite de Bethany, c'est presque à Bethany. Le plus près de Bethany. C'est au bout de rue du Chalet, ça? C'est route de Bethany, d'ailleurs, le Flambeau. Je ne connais pas l'adresse. C'est une maison de quartier, je sais juste que c'est vraiment pas loin. C'est à 200 mètres à peu près de Bethany. J'habite à Bethany, c'est pour ça que je Très bien. Eh bien, viens au Flambeau, ça sera bien. Avec plaisir. Il y aura nos élèves. Le 27 juin, c'est un samedi. Il y aura les solos des élèves plus avancés, donc de Doti et de Eva. Et moi, j'aurai mes élèves qui feront un petit numéro de groupe. Et moi, je pense que je ferai un numéro aussi. Voilà, donc... Du coup, Eva et Doti ont les élèves plus avancés et toi, tu as moi, j'ai les piou-piou. Oui, j'ai les piou-piou. En fait, c'était pas forcément prévu à la base. En fait, on a animé un atelier cabaret à la maison commune du Chemin Vert avec Eva en octobre-novembre. Et on a plusieurs élèves qui étaient demandeurs de continuer. Ouais. Et on avait déjà discuté d'ouvrir, que j'ouvre le cours débutant, mais c'était plus prévu pour la saison d'après. Et finalement, comme on avait des élèves qui avaient envie de continuer, j'ai ouvert les cours en janvier. Donc là, c'est des petits piou-piou depuis janvier qui feront leur premier numéro. Trop mignon. Je suis très fière. Avant de conclure, est-ce que vous avez un lieu à recommander à Reims? Celle-ci, j'aurais pu te la dire pour que tu la prépares. C'est la seule que tu aurais pu préparer. Vous avez le temps de réfléchir, je couperai de toute façon. Parce qu'en vrai, Reims, je ne suis pas énormément non plus, donc un peu compliqué. Le cabaret? C'est ce que j'allais dire. Le cas bon. Tu as le droit. Trop corporate. J'en ai déjà parlé beaucoup. Ce serait cool de trouver un autre endroit. Mais après, oui, effectivement, je recommande vivement de venir au cabaret de Forcément. Reims. Au-delà de la revue du cabaret, d'ailleurs. Oui, il y a énormément de choses à voir. Il y a plein d'artistes différents, des humoristes, des concerts, il y a plein de choses. Ouais. Donc, c'est très chouette. C'est une nouvelle salle. N'hésitez pas à venir. Il n'y a pas de burlesque encore au cas? Non, pas encore. Je n'ai pas encore vu. C'est dommage. Voilà. On va mettre des univers. On va mettre des Tu vas faire du burlesque, le cas va se faire des petits échanges. On se textote après. Et toi, Amélie, des lieux à recommander à Reims? Alors moi, je vous recommanderais vivement le Monkey Barrel House, qui est un bar jazz à thème qui est ouvert en mai dernier, où on performe, nous, tout mensuellement, quasiment tous les mois avec la troupe.
et où je vais aussi à connais même titre pas. personnel, eh bien, vas-y, ça gagne à être connu. Il y a souvent des animations musicales, il y a des concerts jazz, il y a des jam lives, sessions, des jams, ouais. exactement. C'est super sympa, l'ambiance est top et les cocktails sont incroyables. Et un peu de traître. Eh bien, merci Louane Jaunet, sans écorcher ton nom cette fois-ci. Merci Mélie Lalouve. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et on se dit à bientôt. Merci à Merci toi. à toi. À très bientôt. Bisous. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.